Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. Poursuivi, inculpé dans plusieurs affaires, Donald Trump est toujours debout. Tout semble glisser sur l'ex-président des États-Unis. Comment expliquer sa hausse de popularité avec tous ces scandales? On en parle avec Jérôme Viala de Godefroy. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Première inculpation en mars dernier dans l'affaire Stormy Daniels. C'était par un procureur de Manhattan. Cette fois, c'est devant la justice fédérale qu'il a été inculpé de 37 chefs d'accusation pour des motifs beaucoup plus graves, pour avoir emporté, puis refusé de rendre des documents classés secret défense. On va d'abord, avant de comprendre pourquoi il reste très populaire dans la droite américaine, pourquoi Donald Trump, est-ce que Donald Trump peut être empêché de se présenter en 2024 ? Alors, pas pour ces raisons-là. En fait, il peut tout à fait, même dans un cas théorique, se présenter depuis une prison et faire la campagne depuis une prison. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 1920. Il y avait un socialiste qui était contre la Première Guerre mondiale et qui a été mis en prison en 1918 sur cette même loi, de la loi contre l'espionnage de 1917, et qui a eu 1 million de voix tout en étant en prison. Donc, théoriquement, il pourrait continuer, même s'il était en prison. Alors, selon la Constitution et le 14e amendement, seule une condamnation pour insurrection ou rébellion pourrait le disqualifier. Ça fait penser à l'assaut du Capitole. Ça pourrait être le cas ? Alors, ça pourrait être le cas pour effectivement, c'est la seule inculpation éventuelle. Hein. Là, on n'est pas encore sûr qu'il sera inculpé, mais ça a de grandes chances d'arriver. Et là, s'il était reconnu coupable, mais il faudrait que ça soit avant les élections, bien évidemment, il ne pourrait pas se présenter. Il serait inéligible. Donald Trump, en tout cas, clame son innocence. Il dénonce un complot. Il fustige une justice américaine corrompue. Il accuse l'administration Biden d'ingérence et il accuse même le FBI. Mais ce n'est pas tout dans la surenchère verbale, si l'on peut dire. Écoutez plutôt. Il s'agit d'une persécution politique digne d'une nation fasciste ou communiste. Ce jour restera comme une infamie. Cette stratégie de victimisation porte-t-elle ses fruits ? Ah oui, tout à fait, auprès de sa base. Ça, on peut dire qu'auprès de sa base, il y a un ralliement autour du chef, en fait. Et c'est souvent un électorat qui se sent lui-même victimisé par une élite à Washington. Il faut voir que vraiment c'est à ce niveau-là que ça se passe, par un électorat aussi blanc, souvent non diplômé, et qui se sent un petit peu mis au banc de la société depuis des années. Et donc là, il y a une forme de projection et de ralliement autour de ce chef qui est lui-même une sorte de martyr, à la fois une victime, mais aussi un héros pour qui ne fait pas partie des élites, c'est sa posture ? C'est exactement sa posture. Et sa posture, c'est, depuis le début, d'être contre les élites et de se présenter lui comme étant un businessman qui va tout faire exploser, en fait. Ouais, et pourtant, il n'a rien à voir avec son électorat. Non, pas du tout. Il est effectivement, il fait partie de l'élite, en tout cas au niveau de sa classe sociale. Et puis, il a beaucoup de relais aussi dans l'establishment, dans une partie de l'establishment quand même, parmi les élus. Mais ça marche très très bien. Et même les gens qui seraient prêts éventuellement à voter pour d'autres personnes vont se rallier à lui au moment où il y a une inculpation. Ça fait 2 fois déjà qu'on voit ce ralliement, en fait. Alors, c'est peut-être anecdotique, mais ça me vient là juste en réécoutant les mots de Donald Trump, qu'il fustige un régime, selon lui, communiste ou digne des régimes communistes, mais il dit fasciste aussi. C'est pas forcément habituel dans sa bouche. Alors, là, il va vraiment à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un mélange des genres. C'est vrai que c'est souvent plutôt le marxisme, mais c'est aussi l'idée de l'État profond. Et c'est en fait tout ce qui peut être contre un État fort, à partir du moment où contre lui est attaqué. Ouais. Et lui représente le peuple. Lui représente le peuple. Le populisme. C'est ce qu'il a dit depuis le début. Mais en même temps, lui promet d'utiliser l'État contre ses ennemis. Alors il y a quelque chose d'intéressant, puisqu'on parle de sa défense, de cette victimisation, c'est qu'en fait ça prend au sein du Parti républicain, c'est que les candidats qui concourent avec lui pour représenter les couleurs du Parti républicain, ils s'alignent en fait. Ils s'alignent parce qu'ils sont forcés par la base. Il faut voir qu'il y a déjà une majorité de l'électorat républicain qui pense que l'élection en 2020 a été volée, que donc Donald Trump devrait être le président. Donc ça, c'est une majorité. Là-dessus, sur l'électorat, on a à peu près un tiers qui, de toute façon, iront voter Trump, même s'il se présentait en tant qu'indépendant. Donc, tous ces rivaux, en fait,
sont vraiment dépendants de cet électorat et ne peuvent pas faire sans. Donc ils sont obligés de s'aligner en fait. Mais même ceux qui jouent la carte très conservatiste, ou en tout cas de la religion, du christianisme, semblent être en retard, alors même que lui est empêtré dans une affaire, par exemple, si je peux me permettre, qui n'est pas trop digne de la morale chrétienne, s'agissant de Stormy Daniels. C'est ça qui est assez déroutant. Tout à fait, mais depuis le début, en fait... Les électeurs, ils pardonnent tout. Oui, parce que l'idée, c'est qu'il va être un instrument utilisé par Dieu pour faire avancer, par exemple, les nominations à la Cour suprême qui ont permis que l'avortement ne soit plus protégé au niveau fédéral. Il est d'accord avec ça, Donald Trump, d'ailleurs? Sur les questions sociétales, il n'est pas forcément toujours au premier plan. Non, il a eu d'ailleurs des positions qui ont beaucoup fluctué. Et puis là, il voit que ça marche très très bien quand même, et donc il continue quand même de parler, mais surtout quand il est vraiment face à ses électeurs lors des rallyes. Mais il avait une position qui a beaucoup varié sur cette question. Mais il est tout à fait capable de sentir les choses et de voir ce qui marche auprès de son électorat. C'est intéressant ce que vous dites, vous me tendez la perche. Je pourrais tirer sur quelqu'un, je ne perdrai pas d'électeurs. Il ne l'a pas dit maintenant, il l'a dit en 2016. Il n'était pas encore président. Ça veut dire qu'il se dit, en gros, faites ce que vous voulez, de toute façon, il est sûr de son fait. Mais tout à fait, c'est ça qui plaît en fait. En fait, c'est pas qu'il est populaire malgré les affaires, c'est qu'il est populaire à cause des affaires en partie. C'est-à-dire, grâce à cette idée qu'il va faire tout exploser et que tout va revenir comme on veut le reconstruire quand on est républicain. Et cette défense est reprise par Fox News, notamment par des ténors aussi du Parti républicain, y compris Kevin McCarthy, président de la Chambre des représentants. On parle de cote de popularité, que disent les sondages? Alors, au niveau, encore une fois, de son électorat, effectivement, c'est largement, il est à plus de 78%, je crois, dans les derniers sondages, de l'électorat républicain qui soutient Trump et qui pense qu'effectivement, l'affaire est politique. C'est-à-dire que c'est Biden qui veut se débarrasser d'un rival éventuel. Ouais. Donc là, c'est évident qu'il y a une grosse majorité. Donc la primaire est pliée chez les Républicains? Ça va être compliqué parce qu'on voit que son rival le plus près est Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, mais qui a plus de 20 points de Trump. Il n'est pas bien parti, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'est pas très bien parti. Et puis, en plus, il fait une stratégie qui est d'aller sur le même champ, en fait. C'est-à-dire cette même idée aussi de victimisation. Et il est obligé de rentrer dans ce même récit. Alors, méfions-nous des sondages. On parle bien, non pas à l'échelle du pays, mais quand même, quand on voit les difficultés de Joe Biden, il y a eu cette chute récemment qui, dans l'imaginaire collectif, renvoie à un président quand même très fragile, sur le fond, peut-être sur la forme aussi. Si il y a un nouveau duel Biden-Trump, Trump l'emporte? Alors, non, on ne peut pas dire ça parce que là, on parlait des primaires, mais il faut voir qu'au niveau de l'élection générale, en fait, ça se joue à peu d'États. C'est-à-dire qu'il y a quelques États qui basculent, donc entre 3 et 6 États à peu près, qui vont basculer. Pour les autres, c'est déjà plié au niveau des États républicains ou des États pro-démocrates. Donc c'est la carte électorale qui va compter. Et il faut voir aussi qu'au niveau des indépendants, ce genre de radicalisation qu'on voit chez Trump, où il va vraiment très loin, il parle de vengeance, ça va, et il remet en cause le FBI, il remet en cause plein de choses, ça risque de lui poser plus de problèmes auprès de cet électorat-là. Mais est-ce que les déçus de ce mandat de Joe Biden ne vont pas se porter sur Donald Trump, notamment sur la question économique, où son bilan avait sans doute été sous-estimé, mais il a eu plutôt un bon bilan économique. On parle même dans les classes populaires d'Afro-Américains, de Latinos qui votent beaucoup pour lui. Pas seulement pour les questions religieuses, mais aussi pour les questions économiques. Alors là, en fait, il se trouve que les derniers chiffres ont l'air bien meilleurs qu'on pensait. L'inflation s'est vraiment réduite aux États-Unis. Après, il faut voir que le temps que ça soit concret. Et puis, il y a un autre thème aussi, au-delà du thème économique, c'est la question de l'avortement, qui est une question qu'on a vue qui faisait beaucoup basculer des États. Et là, on a une grosse majorité d'Américains qui sont vraiment contre la suppression totale de l'avortement. À l'échelle du pays? À l'échelle du pays, Donc ça pourrait être un des facteurs clés, selon vous, de la présidentielle? Ça risque d'être quelque chose d'important, et en plus qui parle de manière concrète à l'électorat. Et Donald Trump, que peut-il faire sur cette question, justement?
Lui, il peut pas faire grand-chose. Il a nommé quand même ses juges à la Cour suprême, et je pense qu'il va rester sur ce récit, mais il va plutôt essayer d'aller sur les thèmes de l'immigration qui portent beaucoup, sur le thème de l'économie, et puis sur le thème du retour à une Amérique forte, à une Amérique qui n'est pas corrompue, un récit vraiment de victime et comment lui va être le héros. Et les armes à feu, la sécurité, ça peut peser? Ça peut peser. Il s'est encore positionné comme étant pro-armes à feu et il est très populaire auprès de la NRA, National Rifle Association, le lobby pro-armes aux États-Unis. Ouais. Alors j'avais juste une question, je profite de votre présence. Kamala Harris, elle a disparu des écrans radars. Elle était pressentie même pour prendre la place d'un Joe Biden prétendument incapable de gouverner, disait-on, si ça advenait en tout cas. Qu'est-elle devenue? Alors là, elle revient justement un petit peu dans les nouvelles. On le voit que dans le spot de Joe Biden, elle apparaît une douzaine de fois. Et ils savent très bien que, les démocrates savent très bien qu'avec un Joe Biden qui a plus de 80 ans, il va falloir qu'on tienne compte aussi de Kamala Harris et de la rendre beaucoup plus visible. Donc elle est rendue visible. Elle a été mise sur des dossiers un peu difficiles comme l'immigration. Et là, elle est apparue récemment en parlant justement de l'avortement. Donc on sent qu'ils essayent un petit peu de la mettre en valeur. Joe Biden, il peut jeter l'éponge d'ici là? Ça serait assez étonnant. Il faudrait vraiment qu'il y ait... Parce que le problème, en fait, c'est que dans les sondages, quand même, face à Joe Biden, et en tout cas, notamment auprès des indépendants, il est quand même en tête par rapport à Donald Trump. Et il y a une question que j'ai failli oublier tout de même avant de clore ce grand angle. La guerre en Ukraine, elle va sans doute jouer un rôle important. Donald Trump a dit, si je suis élu pour une deuxième fois, je mettrai fin à ce conflit. Elle va forcément peser sur cette présidentielle. Elle va peser, et alors par contre, elle divise les républicains, parce que les républicains ont une tradition très militaire, très pro-valeurs quand même occidentales, patriotes. Et là, c'est vraiment un questionnement au sein, et on l'a vu quand Ron DeSantis a pris aussi une position contre l'Ukraine, en tout cas en mettant en cause l'aide. Il y avait vraiment une division au sein du Parti républicain. Alors que les démocrates sont clairs sur la question. Tout à fait. Plutôt favorable à l'Ukraine. Merci à vous pour ce décryptage. Jérôme Viala-Godefroy, merci pour votre éclairage.